L'examen du CEP est fixé au 28 mai, le BPC du 11 au 12 juin et le baccalauréat du 25 au 28 juin. Le calendrier des examens scolaires à grand tirage a été annoncé au Conseil des ministres ce matin. Les éléphantaux, après leur sacre en Coupe d'Afrique, ont été honorés par le président de la République et l'ensemble du gouvernement. Ils ont reçu des récompenses. De l'eau potable pour les populations d'Adiopodjoumé, c'est du côté de Yopougon. Les installations d'adduction d'eau sont opérationnelles pour le bonheur des populations. Et puis le bataillon ivoirien est arrivé au Mali. Il sera chargé de la logistique au sein de la mission internationale de soutien au Mali. Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue aux 20h. On commence au palais présidentiel où s'est tenu ce matin un conseil des ministres. Au menu, plusieurs sujets, notamment le calendrier des examens et concours à grand tirage. L'examen du CEP a été fixé au 28 mai, le BPC du 11 au 12 juin et le baccalauréat du 25 au 28 juin. Compte rendu Jérôme Kofi Abolin. C'est pendant environ 2 heures d'horloge, entre 10h30 et 12h30, que s'est déroulé le Conseil des ministres ce mercredi 8 mai 2013 au palais présidentiel. Comme à l'accoutumée, les membres du gouvernement au grand complet autour du président de la République Alassane Ouattara pour plancher sur divers sujets en vue des grandes décisions sur le quotidien des Ivoiriens. Au nombre de ces décisions, celles relatives au calendrier des examens et concours à grand tirage. Les épreuves écrites du CEPE sont prévues le 28 mai 2013. Cela va concerner 448 275 candidats sur 1750 centres. En ce qui concerne le BEPC, les épreuves orales auront lieu du 4 juin au 7 juin 2013. Et les épreuves écrites, qui valent également pour le test d'orientation en seconde, auront lieu donc les 11 et 12 juin 2013. Le BEPC cette année va concerner 308 827 candidats sur 311 centres. Et enfin, les épreuves du bac, épreuves orales qui auront lieu du 11 au 21 juin 2013 et les épreuves écrites qui auront lieu du 25 au 28 juin 2013. Les épreuves du bac vont concerner 215 369 candidats dans 750 centres. Donc cela va faire en tout 1 188 627 candidats pour ces concours et examens. Le Conseil, selon le porte-parole du gouvernement, a en outre décidé de mettre à disposition des moyens pour remettre en état tous les centres d'émetteurs de la RTI défaillants, cela pour permettre à cet organe de couvrir l'ensemble du territoire. Une somme de 2 milliards sera dégagée à cet effet. Juste après le Conseil des ministres, la ministre de la Santé et de la lutte contre le sida, le Dr Raymond Goudou Kofi, a convié les membres du gouvernement et le président de la République à une séance de prise de tension, une séance en prélude à la journée mondiale de l'hypertension artérielle prévue le 14 mai 2013. Une occasion pour le président de la République, Alassane Ouattara, de lancer un message de sensibilisation à l'endroit des Ivoiriens. On écoute le président de la République. Très important de faire ça régulièrement parce que la tension artérielle est une indication cardiovasculaire et c'est essentiel. Vous savez, c'est la meilleure manière de détecter un peu si on est stressé, s'il y a d'autres indications de déséquilibre et ainsi de suite. Et donc j'encourage tous mes concitoyens à faire comme moi. Et moi, je le fais régulièrement, 3 fois par semaine. Voilà, je rappelle que la journée mondiale de l'hypertension artérielle est prévue le 14 mai prochain. Je vous l'annonçais dans les titres, les éléphantaux cadets sont rentrés de Marrakech avec le titre de champion d'Afrique. Quelques jours après leur retour au pays, ils sont célébrés par la nation. Le président de la République a traduit à ces vaillants guerriers toute la fierté de la Côte d'Ivoire. Benson Pierraka, témoignage. Le samedi 27 avril 2013, la Côte d'Ivoire a inscrit pour la première fois son nom au palmarès de la Coupe d'Afrique des Nations de football des cadets. C'était à l'occasion de la 10e édition de cette compétition organisée du 13 au 27 avril au Maroc. C'est cet exploit
que le chef de l'État a salué ce mercredi en recevant au palais présidentiel les jeunes héros en présence des membres du gouvernement et de la grande famille du football. Dès l'âge de 17 ans, les voilà champions. Nous souhaitons que pour leur majorité, qu'ils soient déjà dès les mois à venir, dans 3 mois, champions du monde des cadets. Le premier responsable du sport en Côte d'Ivoire a lui aussi emprunté le langage de la reconnaissance à ces jeunes Ivoiriens qui ont dans la discrétion rehaussé l'image de la Côte d'Ivoire, une Côte d'Ivoire au travail. Vous êtes le symbole du don de soi, car vous n'avez jamais mis en avant les préoccupations matérielles et financières. Votre leitmotiv était de représenter dignement la Côte d'Ivoire. Votre abnégation au travail vous vaut aujourd'hui la reconnaissance de la nation. Le président Alassane Ouattara, chaque jour, appelle les Ivoiriens à se remettre au travail pour faire rayonner la Côte d'Ivoire dans tous les domaines d'activité, partout en Afrique et dans le monde. De voir ce message bien traduit en actes par ses compatriotes et notamment les plus jeunes, comme cela a été le cas pour les éléphantaux cadets, cela ne peut que remplir le président de la République de fierté. Je l'ai dit à Sidi quand je l'ai appelé, en ayant vu notre victoire, la victoire des éléphantaux, pour lui dire que véritablement c'était un grand moment de joie pour moi, pour tous nos compatriotes, car nous avions pensé que nous pouvions gagner cette coupe également. Donc bravo, nous sommes les victorieux et nous sommes les champions. Mon ami, le président Jonathan Goodluck, est fair play, et lui aussi m'a appelé pour me féliciter. Bravo, c'est l'Afrique de l'Ouest qui a gagné et j'en étais très heureux. Et il a ajouté donc, votre présidence de la CEDEAO apporte beaucoup de chance à l'Afrique de l'Ouest. Nos jeunes frères, nos enfants, nous sommes très fiers de vous. Nous sommes très fiers de vous. Et ce ne sont pas des paroles en l'air quand j'ai dit à Sidi au téléphone que vous nous avez procuré beaucoup de bonheur. Et nous comptons sur vous pour que, bien sûr, cela continue. En plus d'être champions d'Afrique, les éléphantaux représenteront le continent à la Coupe du Monde de leur catégorie, Coupe du Monde qui se déroule du 17 octobre au 8 novembre 2013 aux Émirats Arabes Unis. Des médailles et de l'argent, la gratitude de la Côte d'Ivoire à l'égard de l'équipe nationale cadette de football s'est exprimée. Les éléphantaux, champions d'Afrique, ont été récompensés au palais présidentiel. On reste avec Benson Pierraka. Le gouvernement a discuté de ce que nous devrions faire pour vous encourager. Le Premier ministre en étant le chef, et je pense qu'il a demandé à son ministre des Sports de faire ces belles annonces pour que les bonnes nouvelles ne viennent pas seulement du président. La Côte d'Ivoire est une grande nation qui sait se montrer généreuse à l'endroit de ses enfants méritants. Le président de la République, comme tous les Ivoiriens, a salué la victoire le 27 avril de la Côte d'Ivoire à la Coupe d'Afrique des Nations de football des moins de 17 ans. Mais avec le président de la République, saluer acquiert un sens encore plus fort et plus agréable. Le gouvernement a décidé d'offrir 5 millions pour chaque athlète, 5 millions pour chaque membre de l'encadrement technique, 10 millions pour le staff administratif de la FIF, 10 millions pour le ministère, 5 millions pour le comité national des supporters. Les athlètes que nous allons appeler ici vont être élevés dans l'ordre du mérite sportif national. Aux athlètes, au comité exécutif de la FIF et aux encadreurs, le président de la République me charge de vous annoncer qu'en plus, il va vous décorer dans l'ordre national au cours de la journée nationale de l'excellence qui aura lieu le 6 août 2013. 17 ans et déjà millionnaire, voilà qui devrait inciter chaque Ivoirien dans le domaine qui est le sien à s'inscrire dans la dynamique de succès impulsée par le président de la République pour ramener la Côte d'Ivoire à son vrai niveau, celui de leader. Dans le courrier départ de la présidence de la République, ce télégramme de condoléances adressé à son Excellence Mme Ellen Johnson Sirleaf, présidente de la République du Libéria. Il est libellé comme suit. Madame la Présidente et chères sœurs,
C'est avec une réelle consternation que j'ai appris la nouvelle du décès survenu à Monrovia le 1er avril 2013 de son Excellence M. Moses Blah, ancien président de la République du Libéria. À ces instants de grande douleur pour la République sœur du Libéria, le gouvernement et le peuple ivoirien se joignent à moi pour témoigner à l'endroit de votre Excellence, ainsi qu'au gouvernement et à toute la nation libérienne, l'expression de notre profonde compassion et de nos sentiments de solidarité. M'associant pleinement au deuil qui frappe le peuple frère du Libéria, je voudrais vous prier, Madame la Présidente et chère sœur, de bien vouloir transmettre à la famille de l'illustre disparu mes condoléances les plus émues et l'expression de ma sincère sympathie. Très haute et fraternelle considération, c'est signé Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire. L'invité du premier presse club de l'Union nationale des journalistes de Côte d'Ivoire, l'UNJCI, était le président du patronat ivoirien. Jean Kakou Diagou s'est prononcé sur la question du chômage. Le premier responsable de la Confédération générale des entreprises de Côte d'Ivoire envisage la création d'un fonds de garantie de 5 milliards de nos francs pour la création des PME-PMI, une solution qui pourrait bien contribuer à la réduction du chômage. Compte rendu Justine Dike-Sey. 4 à 5 millions d'Ivoiriens, dont un grand nombre de diplômés, sont sans emploi. Un problème crucial qui ne laisse personne indifférent. À travers cette tribune, les journalistes de Côte d'Ivoire veulent contribuer à la résorption du chômage. Aujourd'hui, on parle d'un taux de paupérisation très élevé et il faut inviter les Ivoiriens à investir, il faut inviter les Ivoiriens à créer des emplois. C'est pour cela que nous n'avons pas trouvé meilleur interlocuteur que le président du patronat. Le président de la Confédération générale des entreprises de Côte d'Ivoire, Jean Kakou Diagou, propose comme solution la création d'entreprises. Pour ce faire, la CGECI travaille avec le gouvernement pour l'amélioration du monde des affaires. Elle exhorte les banques à être plus souples pour les prêts à la création d'entreprises. Le patronat ivoirien envisage la mise en place d'un fonds de garantie de 5 milliards de francs CFA pour les PME et PMI et surtout la tenue d'un forum les 16 et 17 mai prochains en vue de dévoiler les secrets et astuces pour la réussite en entreprise. Donc, il n'y a pas de modèle, mais il y a quelques astuces, comme on pourrait dire, qui sont le sacrifice au départ, la rigueur, la communication, en quelque sorte, de faire passer sa vision et ses objectifs à l'adhésion des employés. Je dirais, il faut avoir une cohésion avec votre personnel si vous créez une entreprise. Le patronat ivoirien, c'est 90% des entreprises de Côte d'Ivoire, plus de 1000 entreprises à travers 18 associations et groupements. Les chefs traditionnels des sous-préfectures de Tafiré et de Badikar ont protesté récemment contre une compagnie sucrière. Ils reprochent à cette entreprise sucrière son absence de politique sociale en faveur des populations. Le reportage est signé Kader Sogodogo et Kwadju Kwame. Les populations des sous-préfectures de Tafiré et de Badikar, dans la région du Yambol, avec à leur tête le conseil des chefs traditionnels des deux localités, sont en colère contre la principale société de fabrication de sucre en Côte d'Ivoire, la SUCAF. Les clauses du contrat entre les responsables de l'entreprise et les chefs traditionnels portant sur des mesures sociales n'ont jamais connu un début d'exécution. Il s'agit pour nous ici, à travers ce sitting que nous avons organisé devant l'administration de l'entreprise SUCAFSI, de protester vigoureusement contre les pratiques esclavagistes. Le mépris affiché par les dirigeants de cette entreprise. Comment comprendre qu'une entreprise comme celle-ci, qui se trouve sur notre territoire, ne puisse pas embaucher nos parents? Nous ne sommes pas d'accord. Voyez-vous ce complexe-là? A ici l'eau courante gratuitement pour toutes les habitations. Ils ont l'électricité gratuitement. Mais le village Pangalaka, dont ils sont sur les terres, ils occupent près de 17 000 hectares de Pangala. Le village se trouve à moins d'1,5 km de leur site. Il n'y a pas d'eau, il n'y a pas d'électricité, il n'y a pas de route, il n'y a pas de centre de santé, il n'y a pas d'école, il n'y a rien.
pour permettre à la SUCAF de bâtir une deuxième unité industrielle Ferke 2. La chefferie traditionnelle des 2 sous-préfectures a octroyé plus de 17 000 hectares de terres appartenant à la population du village de Pangalaka. Le chef du village de Pangalaka, propriétaire terrien donc, s'explique mal son statut de manœuvre saisonnier à la SUCAF de Ferke 2. Je n'ai plus de temps pour aller au champ. Je suis obligé de venir faire temporaire, moins 3 à 6 mois, ou 4 mois, pour avoir quelque chose à manger. Mon personnel, je gagne 45 000. Mon salaire de base. Ce conflit qui dure depuis maintenant 2 ans a atteint un autre stade. Nos tentatives de rentrer en contact avec le responsable de l'usine sont restées vaines. Les chefs traditionnels, quant à eux, entendent reprendre les négociations qu'à une seule condition, la venue du directeur général de la SUCAF à Pangalaka. Dans le cas contraire, ils seront dans l'obligation de faire arrêter le fonctionnement de l'usine. Voilà, sachez que les hommes d'affaires indiens en mission de prospection dans notre pays étaient ce mercredi au village des technologies de l'information et de la biotechnologie, Vitiba de Grand Bassam, et au port autonome d'Abidjan. Ces hommes d'affaires disent avoir été séduits par le potentiel de la Côte d'Ivoire en termes d'opportunités d'affaires. Cette mission prend fin aujourd'hui même. Le compte-rendu complet de Herman Niamien dans nos prochaines éditions. Je vous le disais en titre, l'eau potable à Diopodoumé dans la commune de Yopougon, c'est désormais une réalité. Les installations d'adduction d'eau potable sont opérationnelles. Le ministre des Infrastructures économiques, entouré de ses plus proches collaborateurs et des autorités du village, a ouvert les vannes des forages. Coût des travaux, plus de 600 millions de nos francs. Noël Niagnou. Koné Fatimata, la présidente des femmes de la Diopodoumé, un village du périmètre communal de Yopougon au nord d'Abidjan, est heureuse et c'est visible. La raison, l'eau, source de vie, est là après 3 années d'attente. Avec elle, le ministre des Infrastructures économiques. Cela mérite une bonne gorgée d'eau après les nuits blanches passées à résoudre cette équation, doublée des difficultés vécues par les femmes d'Adiopodoumé durant ces années au quotidien. Matin, les enfants doivent aller à l'école, il n'y a pas l'eau. Pour se laver, moi-même pour aller au travail, il n'y a pas l'eau. À la maison, c'est sale. Vraiment, c'était insupportable. On était obligé d'aller dans les puits. Et puis loin, puiser l'eau. On poussait les brouettes. On a perdu même 2 enfants, de nos enfants, en traversant pour aller chercher l'eau. C'est désormais du passé. Et en pareille circonstance, un seul mot. Merci au président de la République. Et merci au ministre, M. Patrick Kachi. On dit merci à la SODECI, on dit merci à l'ONEP, on dit merci aussi à la société Senra qui est près de nous, qui nous a soutenus dans nos moments difficiles. Les bénéficiaires de ces 2 forages sont 150 000 habitants de Yopougon et environ. Coût de l'investissement, plus de 600 millions de francs CFA, financé par le programme présidentiel d'urgence. Caractéristique des forages, 120 mètres de profondeur. Le débit, 60 mètres cubes à l'heure pour une production journalière de 2600 mètres cubes d'eau. Voilà, promesse tenue donc par le président de la République et ce sont des populations heureuses que vous venez de voir. Le bataillon logistique ivoirien composé de 103 hommes est arrivé au Mali. Sa mission est d'accompagner la MISMA dans la reconquête de la stabilité et de la paix au Mali. Ces militaires ivoiriens sont arrivés samedi dernier à la frontière malienne et ont été conduits par un détachement malien de sécurité opérationnelle jusqu'à Bamako. Les détails avec Patricia Omouetia. Après une intense préparation physique, tactique et technique destinée à les aguerrir et à renforcer leurs capacités opérationnelles indispensables sur un théâtre d'opération, les militaires ivoiriens ont été mis en route le 2 mai dernier par le général de corps d'armée Soumaïla Bakayoko, chef d'état-major général des FRC. Leur mission, assurer aux côtés des autres troupes africaines le commandement du bataillon logistique, le transport et le ravitaillement logistique des différents contingents de la MISMA dans la restauration de l'intégrité du territoire malien. Avant l'étape de Pogo et Zégua, le Batlog ivoirien, conduit sous escorte opérationnelle des forces spéciales ivoiriennes, a marqué 3 escales importantes, dont la première à Yamoussoukro et les 2 autres à Korogo et Niélé. C'est donc aux premières lueurs de la matinée du samedi 4 mai et sous une fine pluie que les RFSI ont été accueillis par un détachement de l'armée malienne conduite par le sous-lieutenant Demba.
Ce dernier a marqué la satisfaction et la fierté de son pays, le Mali, de voir l'armée de Côte d'Ivoire se retrouver à leur côté en ces moments décisifs de leur histoire. Un réconfort moral, ça va nous regarder. On est vraiment content de la présence de l'armée ivoirienne. Pour rappel, le contingent de précurseurs auprès de la MISMA comprend 103 militaires comme éléments répartis en 3 pelotons, dont un de commandement, un de transport et un de ravitaillement avec des moyens logistiques très importants. On reste au même chapitre. Le 8 mai, la France et ses alliés célèbrent leur victoire sur le nazisme, marquant la fin de la Seconde Guerre mondiale en 1945. Cette année, l'événement a été célébré au 43e BIMA, base de la force Licorne à Port-Bouët, en présence des autorités militaires ivoiriennes. Reportage Mamadou Kouassi. De 1939 à 1945, ils étaient nombreux, ces Africains transportés sur le théâtre des opérations pour libérer le sol français occupé alors par les nazis. 68 ans après la fin de la Seconde Guerre mondiale, des tirailleurs sénégalais ont toujours des souvenirs. Nous avons fait le débarquement de Provence, la libération de Marseille. Les tirailleurs sont les premiers qui ont brisé la résistance nazie pour libérer Toulon le 21 juillet 1944. C'était une guerre atroce, une guerre difficile. Au terme de cette guerre qui a fait environ 110 millions de victimes, des milliers de soldats africains ont survécu. Ce 8 mai est célébré en hommage à tous ces soldats tombés au champ d'honneur. C'est un signe de souvenir. Vous savez que le souvenir est important pour les hommes, pour emmener les peuples et les dirigeants à ne pas répéter ce type de situation. Et si nous regardons sur le continent africain, vous voyez qu'il y a encore des crises militaires qui entraînent encore mort d'hommes. Tout cela, c'est un signal donné au peuple et aux dirigeants de faire attention et que la guerre est une chose atroce, qu'il faut l'éviter. Elle symbolise la paix, elle montre que après le temps de la guerre vient le temps de la paix et que les armes se taisent. En effet, je pense qu'il n'y a pas de meilleur symbole d'amitié que de combattre ensemble, côte à côte, et pour certains de mourir ensemble sur le même lieu. Dépôt de gerbes de fleurs au monument aux morts, défilé militaire des forces républicaines de Côte d'Ivoire. Et des forces Licorne ont marqué la commémoration du 68e anniversaire de la victoire de la France et de ses alliés sur le nazisme. Une victoire qui marque la fin de la Seconde Guerre mondiale. 56 ex-combattants de Bouaké ont déposé les armes pour aller se former à l'Institut des nouvelles technologies agricoles d'Azagué. Les responsables de l'ADDR, les initiateurs du projet de formation, leur ont remis chacun un kit d'installation. La cérémonie de remise s'est déroulée mardi dernier au Centre Jeunes Viateurs de Bouaké. Compte rendu Charles Tatou, RTI Bouaké. L'autorité pour le désarmement, démobilisation et réintégration ADDR offre 14 opportunités de réintégration aux ex-combattants. Celle de l'intégration des gardes pénitentiaires, des agents de douane et le projet INTA, Institut des nouvelles technologies agricoles d'Azagué, sont en cours d'exécution qui ont abouti à l'intégration déjà de certains démobilisés. Preuve également de la bonne marche de ce processus de réintégration. 56 démobilisés du bureau régional de l'ADDR de Bouaké, ayant suivi une formation dans l'agro-pastoral à Azagué, viennent de recevoir dans leur compte ouvert à la CNCE, institut financier partenaire à l'ADDR, les ressources financières nécessaires à hauteur de 800 000 francs CFA par compte pour des cultures vivrières et l'élevage. Nous souhaitons que ce volet soit aussi bien fait que les autres, surtout le volet suivi. Au cours de cette cérémonie de remise de kits d'installation, le lancement des projets taxi-moto et appui aux artisans confirmés a été fait. Le secteur transport est intéressé par 800 ex-combattants de Bouaké. Le patron de l'ADDR leur a remis des bons de formation pour le permis de conduire toutes catégories, exhortant les ex-combattants à faire confiance au gouvernement. Donnez-nous un espace de sérénité pour qu'on travaille. Parce que chaque fois qu'il y a des manifestations, on laisse ce qu'on est en train de faire, on vient se couper de la manifestation et ça nous met en retard.
La DDR, à travers sa mission, vise à lutter contre l'insécurité et à créer les conditions d'une paix durable dans le pays. Au chapitre santé, sachez que l'Organisation mondiale de la santé et ses partenaires réfléchissent à la question de la prévention du VIH-Sida et de la prise en charge des personnes à risque. Le constat qui se dégage d'ores et déjà est que ces populations à risque n'ont pas accès aux services de santé classiques. Cette rencontre se tient au Golf Hotel depuis hier et prend fin demain. Les détails avec Chantal et Ouma Akanda. À voir Mouna, le nom que je lui ai donné, on penserait à une femme. Et pourtant, c'est un homme. Il a 25 ans, c'est un travesti. Il a décidé de lever un point de voile sur son identité. Je suis travesti. Depuis toute mon enfance, je me sentais, moi, femme malgré la différence de sexe. Mouna assure sa vie d'aujourd'hui, celle de changer d'identité, de passer d'homme à femme. Pour lui, faire ce choix nécessite un suivi médical. Je fais souvent le test. Je me préviens toujours avec le client, le sida tue. Ce qui m'a amené à commencer à fréquenter les cliniques, ce qui m'a même motivé encore plus, parce que j'ai vu des gens qui étaient au stade terminal et qui se sont fait soigner. Aujourd'hui, je peux dire qu'ils ont repris le cours de la vie. C'est d'ailleurs pour exhorter, entre autres les travailleuses du sexe, les hommes qui ont des rapports sexuels avec d'autres hommes, les personnes qui s'injectent de la drogue et les prisonniers à fréquenter les centres de santé que l'OMS, Organisation mondiale de la santé, a initié cette rencontre. C'est des populations qui sont parfois stigmatisées et le fait de les stigmatiser, ça fait que c'est des gens qui ne vont pas facilement vers les services de santé. C'est pour ça qu'il faut voir quelle est l'approche la mieux adaptée pour pouvoir donc mettre à la disposition de ces populations-là la prévention nécessaire, le traitement nécessaire et les soins nécessaires. Occasion pour les spécialistes de la santé de partager leurs expériences sur le cas des populations à risque. Les professionnels des sexes, elles sont très mobiles. Elles vont là où les intérêts les attirent. Il faut vraiment une organisation. Quand elles vont se déplacer, là où elles vont partir, qu'elles arrivent à trouver les traitements. Or, la couverture de la lutte contre le VIH dans mon pays est encore très faible, en dessous de 10%. Donc si elle se déplace là où il n'y a pas de service, ça pose un problème, avec un risque élevé aussi de créer des résistances dans la prise en charge. Avec un taux d'infection à VIH 5 fois plus élevé que chez les populations à haut risque, prendre en compte la santé de ces personnes va contribuer à la réduction du VIH-Sida sur le continent africain. Hors de nos frontières, la contestation se poursuit en Guinée-Conakry. L'opposition dénonce toujours les conditions d'organisation des législatives du 30 juin prochain et réclame le départ de l'opérateur technique censé réviser le fichier électoral ainsi que la prise en compte du vote des Guinéens de l'étranger. Après la manifestation de jeudi dernier, de nouvelles échauffourées ont opposé vendredi. Militants de l'opposition et forces de l'ordre, il y aura au moins 2 morts. Manifestants et forces de l'ordre se rejettent la responsabilité. Sonnés, inquiets. À Conakry, les habitants du quartier Bambeto sont sous le choc. Vendredi dernier, 2 jeunes du quartier ont été tués par les forces de l'ordre. 5, selon d'autres sources. Tierno Diallo a perdu son fils. Il avait 14 ans. C'est une balle qu'on a tirée à la poitrine ici. Et l'autre est rentré ici. Et il est mort. Qui a fait ça? C'est les militaires. Que s'est-il passé ici vendredi? Selon plusieurs témoins, les forces de l'ordre auraient fait une descente musclée dans plusieurs quartiers de la capitale réputés proches de l'opposition. Des représailles après la manifestation de jeudi qui a dégénéré, écoutez la vie à un policier. L'opposition était descendue dans la rue pour contester les conditions d'organisation des législatives du 30 juin. Ils ont pris des bois et leurs fusils, ils avaient des armes, ils cassaient avec. Ils ont dit, sortez, c'est vous qu'on veut même, on veut rentrer dans la maison. Du côté des forces de l'ordre, on soigne les blessés. 5 policiers et gendarmes qui ont perdu un des leurs jeudi sont toujours hospitalisés à Conakry. C'est toujours des Guinéens contre des Guinéens, l'un contre l'autre, alors que nous sommes de la même famille. Ce pays-là, c'est pour nous tous. Depuis le mois de mars,
Les violences politiques auraient fait une quinzaine de morts et 300 blessés en Guinée. Le gouvernement annonce la création d'une commission de réflexion. L'opposition, elle, appelle à manifester demain pour dénoncer les brutalités policières. À 23h, un autre journal. Merci de nous avoir suivis. Excellente suite de programmes sur RTI 1 et à très bientôt.